Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Livre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Qu'on en ait envie ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, l'intelligence artificielle fait aujourd'hui partie de nos vies. De plus en plus d'étudiants, mais aussi des travailleurs, des sociétés, des auteurs l'utilisent au quotidien et les conséquences économiques se font déjà sentir dans de nombreux secteurs, comme celui de la création et de l'art. En décembre 2014, le physicien Stephen Hawking avertissait le monde que l'intelligence artificielle pourrait signer la fin de l'humanité. 10 ans plus tard, l'humain et l'intelligence artificielle peuvent-ils réellement cohabiter et collaborer de façon éthique et durable? On va en parler avec nos 3 invités aujourd'hui. Alors déjà, bonjour à tous les 3. Bonjour. Tout d'abord, donc Louis de Viron, vous êtes responsable pédagogique de Bicode. Donc vous formez des demandeurs d'emploi, mais aussi des employés à l'informatique et plus particulièrement ici à l'intelligence artificielle. On accueille également Frédéric Yang. Vous êtes délégué général pour la Belgique de la SACD, donc la Société des auteurs et autrices de spectacles vivants, fiction, audiovisuelle, radio et web, mais également pour la SCAM, donc la Société des auteurs et autrices de littérature et de documentaires. C'est complet? Oui. Et enfin, Nathan Castaille, vous êtes réalisateur. Vous avez notamment réalisé le documentaire En attendant les robots, qui a obtenu le Magritte 2024 du meilleur court-métrage documentaire. Alors, on va commencer par contextualiser un petit peu les choses avec vous, Louis de Viron. De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'intelligence artificielle? Ça signifie quoi? Ça fonctionne comment? En fait, l'intelligence artificielle, c'est simplement donner à la machine les compétences cognitives de l'humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle est entraînée sur de la matière générée par l'humain et elle va apprendre à réaliser les mêmes tâches que ce que l'humain est capable de réaliser. Ça veut dire qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait, elle n'a pas de connaissances, mais elle est capable de répliquer des choses que l'humain a fait. Oui, et donc ça veut dire qu'il y a toujours des humains derrière qui ont codé certaines choses, qui ont donné des éléments d'information notamment, quoi. Oui, tout à fait. Elle se nourrit de la matière générée par l'humain. C'est-à-dire que si une intelligence artificielle est capable de produire un roman, c'est parce qu'elle a lu énormément de romans, elle a vu énormément de romans. Et donc elle se base sur ces connaissances-là pour répliquer et adapter ce qu'elle réalise. Oui. Alors, je le disais en introduction, en fait, qu'on en ait envie ou non, qu'on en soit conscient ou non, elle fait aujourd'hui partie de notre quotidien parce que y a des outils comme ChatGPT qui se sont vraiment développés là, courant de l'année 2024, 2023, 2024. Mais on voit qu'en fait, elle est un peu partout, l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. En fait, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. C'est une matière qui a 50, 70 ans. Mais il y a eu un grand boom en 2022 avec l'arrivée de ChatGPT, des modèles qu'on appelle les modèles larges de langage, qui sont capables d'absorber une quantité gigantesque de données qui leur permet de réaliser de plus en plus de tâches. Et l'avantage et l'intérêt de ChatGPT et des autres modèles du même type, c'est qu'ils sont multitâches. Là où jusqu'aujourd'hui, les IA faisaient une tâche particulière, de la traduction, de la reconnaissance faciale, chaque fois des tâches simples et uniques, ChatGPT et les autres modèles de langage large sont capables de réaliser de nombreuses tâches différentes et donc peuvent être utilisées par plein de personnes différentes pour des raisons différentes. Ici, autour de la table, on l'utilise probablement tous pour une tâche différente. D'accord. Alors, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de votre documentaire, Nathan Castaille. Donc, ce documentaire, c'est En attendant les robots. Et ça montre justement que derrière l'intelligence artificielle, il y a des humains. On regarde ça tout de suite. Not human trash. Please repeat the word. Not human trash. Please repeat. Not human trash. Please repeat the word. Not human trash. Please repeat. Not human trash. Please repeat the word. Not human trash. Not human house. Not human car. Not human garbage. Not human black garbage. Not human. Please repeat the word. Not human garbage. Is not human door. Please repeat the word. Not human trash. 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 Please repeat the Fuck you! Please repeat the word. Not human garbage. Please repeat the word. Human. Next, please.
Nathan Castet, que fait cette personne derrière son ordinateur? Otto, c'est un Turker. Turker, c'est les travailleurs et travailleuses du clic, on appelle ça. Mais en fait, ça vient du site d'Amazon qui s'appelle Mechanical Turk, donc ils s'appellent les Turkers entre eux. Et c'est plein de petites tâches pour notamment entraîner les IA. Et donc là, on lui demande de décrire des milliers de photos, de dire ce qu'il voit. Et c'est payé au cent, en fait, et en plus en bon d'achat Amazon. Et là, Très mal payé, pour le dire. Ah oui, et en bon d'achat. Et en fait, là, il est confronté à un bug, la machine ne comprend pas, et il doit trouver un système D, parce que le petit truc, c'est que s'il ne trouve pas de solution, il ne sera pas payé, il aura perdu toute sa journée de travail. Donc. Et notamment, ça fait des datas de mauvaise qualité pour les modèles. Ouais. Pas très grave. Mais donc, on disait tout à l'heure, derrière l'IA, il y a des humains. Mais là, on voit vraiment que non seulement il y a des humains, mais c'est des humains qui deviennent presque esclaves de la machine. Oui, totalement. Mais en fait, c'est tout l'envers des IA je pense beaucoup de personnes ne sont pas au courant, c'est qu'elles ont été entraînées. Et en fait, c'est vraiment la quantité ce qui fait l'intérêt d'une IA. Et donc, pour avoir la quantité, il a fallu une masse, mais gigantesque de travail. Et en fait, Amazon, qui est un des acteurs, a payé au centime des gens partout dans le monde. Par exemple, une des tâches qui est dans le film, c'est pour Google Maps. Vous voyez, les passants, ils ont le visage flouté. Et en fait, pour flouter, c'est une des tâches, c'est flouter les visages des passants et 1 centime en bon d'achat par visage flouté. Et en fait, à terme, une IA, une fois que ça a été fait des millions de fois, elle va pouvoir faire ce travail, elle va remplacer. Donc c'est ça, elle va remplacer l'humain, tous les humains qu'on voit, les personnes qu'on voit dans votre documentaire, et qui sont en relation d'ailleurs entre elles, qui discutent de ces tâches, finalement, en fait, elles font un travail pour lequel elles entraînent la machine pour que finalement la machine les remplace. Ouais. Après, il y a aussi des travaux c'est aussi de la main-d'œuvre numérique bon marché, mais c'est vrai qu'il y a des fois cette question dont on travaille à notre propre remplacement, et qui est un peu autour de ces gens-là, des Turkers. Mais du coup, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus, peut-être, Frédéric Young, quand Nathan Castet dit on travaille à son propre remplacement. Au niveau des artistes, des auteurs, est-ce que là, ils ont le sentiment, peut-être maintenant, de travailler à leur propre remplacement? Parce qu'on sait que les IA, aujourd'hui, utilisent des œuvres, des textes qui se trouvent sur Internet, mais sur lesquels il y a d'ailleurs souvent une protection des droits d'auteur, mais l'IA les utilise, et donc ils travaillent pour être remplacé par la machine. Voilà, il y a vraiment une situation très paradoxale dans les milieux artistiques pour l'instant, et notamment dans les sociétés d'auteurs qui cherchent à les défendre, évidemment. C'est d'une part la volonté que tout cet usage des œuvres dont tu parlais, avec des millions, des milliers de romans qui ont été analysés, utilisés, ou de cinéma, ou de musique, etc., il y a quelque part le sentiment que ce préjudice, cette utilisation devrait être dédommagée. De l'autre côté, beaucoup de créateurs et créatrices ne veulent même pas qu'on commence à discuter de ce sujet-là, parce qu'en fait, la première crainte, c'est d'être remplacé. Et donc, par exemple, la Société de gestion des artistes visuels en France, qui s'appelle l'ADAGP, a fait une grande enquête chez ses milliers de membres, et est arrivée à la conclusion que 2/3 de ses membres ne veulent même pas qu'on licite l'usage de leurs œuvres, parce que le risque de remplacement est trop élevé, en tout cas dans le contexte juridique et économique dans lequel on se trouve aujourd'hui, et aussi avec une conviction que, pour l'instant, les majors de la technologie qui développent ces services et ces outils, c'est vraiment une activité commerciale, n'envisagent pas vraiment de rémunérer correctement les gens qui vont travailler pour eux, ou l'usage des œuvres dont ils et elles ont besoin. Alors, on va continuer à en parler, mais vu qu'on parle de rémunération notamment et d'impact éthique, alors on le voit déjà dans le documentaire, mais on sait aussi que, par exemple, ChatGPT, Louis de Viron, a utilisé des personnes au Kenya pour entraîner la machine, et donc leur a fait voir des images particulièrement violentes, par exemple. Tout à fait. Donc, pour que ChatGPT ne réponde pas avec du contenu violent aux personnes qui lui posent des questions, il faut qu'il comprenne ce qui est violent et ce qui ne l'est pas. Et pour le faire, ChatGPT, enfin OpenAI en l'occurrence, a sous-traité cette activité-là à une entreprise kenyane avec des travailleurs du clic, c'est un peu le principe ici, des gens qui ont été soumis à du contenu particulièrement violent, qui l'ont tagué comme étant violent, pas violent, pour
à terme entraîner la machine à comprendre la différence entre les deux. Mais finalement, dans des conditions déplorables, c'est-à-dire payer entre 1 et 3 euros de l'heure. Et surtout, ce contenu violent, quand on voit ça toute la journée, à un moment, on devient nous-mêmes un peu perturbés. Et donc, tous ces travailleurs-là ont eu des dépressions, etc., suite à ce travail pénible et finalement pas très éthique. Oui, et d'ailleurs, Nathan Castet, effectivement, dans votre documentaire, on voit aussi que ça a une répercussion sur le personnage, par exemple, d'Otto. On le voit enfermé de plus en plus dans une réalité parallèle. Oui, parce que là, le travail est très aliénant, en fait, et c'est il n'y a plus de patron, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de collègues, il n'y a plus de... On peut travailler 60 heures d'affilée, puis il y a aussi ce truc, mais c'est jamais expliqué, mais que les meilleures tâches, elles viennent de la Silicon Valley, enfin les meilleures tâches qui sont payées un peu plus, ça reste rien. Du coup, il faut, même si on vit en Belgique, il faut vivre à l'heure californienne, enfin c'est totalement une déstructuration du temps et de l'espace. Et c'est les conditions, comment ont été faits ces modèles d'OpenIA. Et est-ce qu'ils ont conscience, elles ont conscience, les personnes qui témoignent dans le docu, qu'en fait elles sont dans un système quand même très, très proche de l'esclavage? Ouais, moi je l'ai fait pendant le confinement, ce boulot, c'est comme ça que je l'ai découvert, mais bon voilà, c'était période de confinement. Et j'ai rencontré des milliers de personnes et franchement tout le monde est très lucide en fait, il y a une très grande lucidité, une clairvoyance sur ce que c'est, mais c'est toujours des gens qui n'ont pas trop d'alternatives. Dans mon film, il y a Cindila et Eric qui sont au Brésil et ils me disent en fait, si on voulait un autre travail qui serait un peu mieux payé, il faudrait qu'on parte très loin de notre village et du coup, on ne vivrait plus en famille. Donc pour l'instant, ça nous va temporairement. Enfin, ça nous va. C'est une sorte de balance qu'ils ont fait dans leur vie. Et moi, dans mon film, je donne la parole qu'aux travailleuses et travailleurs. Je ne m'intéresse pas trop aux cadres. Mais quand je me suis renseigné, il y avait quand même l'argument mais c'est quand même des conditions déplorables, proches de l'esclavage. Et je pense qu'avec sincérité, certains ingénieurs disaient oui, mais c'est pour un plus grand bien, en fait. Il y avait cette idée de bien, allez, pendant 5 ans, ça va être... Ouais. Mais bon, dans 5 ans, ça va être le grand miracle attendu. Enfin, il y a cette idée qu'on peut justifier parce que l'IA va être tellement salvatrice à terme que ça justifie un peu ces comportements qui sont... Enfin, cette exploitation actuelle. Ouais, alors, en fait, on voit qu'il y a cette IA un peu comme un dieu qui serait attendu par Mais ils en parlent dans le film comme un dieu. Oui, comme un dieu. Mais j'imagine qu'au niveau des auteurs, des comédiens, de toutes les personnes que vous représentez, vous, Frédéric Young, c'est pas nécessairement entendu comme un dieu vivant. Et en tout cas, on sait déjà que l'impact financier, lui, il est déjà là aujourd'hui. Oui, il est déjà là. Il commence à être mesuré, même à l'échelle de différents pays. Donc, on commence à avoir des études. La CISAC, c'est-à-dire toutes les sociétés d'auteurs au monde, ont commandité une très grosse étude qui vient d'être publiée, qui montre que la prévision à quelques années, 3-4 ans, de perte de revenus pour les compositeurs, les gens de la musique, on va dire, et puis les gens de l'audiovisuel, est de l'ordre de 25 à 30%. Donc ça, ce serait la perte de revenus à courte échéance. Court terme. Après, on ne sait pas encore déterminer. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, les grandes majors de la technologie l'ont déjà fait précédemment. Ils ont une vision messianique de leur rôle dans la société, qui camoufle quelque part, bien sûr, un appât du gain qui est quand même qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, parce que ces entreprises sont les plus riches de toute l'histoire de l'humanité. Et pour moi, ce sont vraiment des nouvelles compagnies des Indes, c'est-à-dire, comme au XVIIe siècle, ces entreprises qui structuraient non seulement les échanges, mais même le mode de vie de toutes les populations, parce que tout le monde est relié quelque part à leurs activités, à leurs diverses activités. Mmh. Et ce côté messianique, on peut l'entendre, on peut se dire, tiens oui, il y a des progrès, ces outils sont indéniablement capables de faire des choses qui vont être utiles, soit à la médecine, soit dans d'autres domaines, ou même aider les gens à rédiger des documents, des textes, structurer, aller plus vite sur certaines tâches répétitives, parce qu'effectivement, c'est très très bien fait pour reproduire, mais ça ne veut pas dire que les aspects positifs qui peuvent être attendus ne doivent pas être régulés quant aux aspects négatifs. Mmh. Et donc, l'exemple que je prends toujours, c'est de dire, l'automobile
est utile à beaucoup de gens, mais ce n'est pas pour ça qu'on roule à 180 à l'heure au milieu de n'importe quel village, qu'on se parque n'importe où, qu'on pollue de n'importe quelle manière, etc. etc. Donc la fulgurance de l'arrivée de ces outils, même si elle avait été préparée en fait dans les laboratoires depuis longtemps, mais sur le marché, grand public, généraliste, exige des réponses très rapides aussi. Oui, mais alors l'importance de réguler, Louis Deviron, vous êtes d'accord avec ça, l'importance à un moment aussi de cadrer ces évolutions? Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Europe, comme entité supranationale, a sorti en 2024, ici maintenant, ce qu'on appelle l'AI Act, donc qui est une régulation européenne pour la production d'outils d'intelligence artificielle. Et qui donne déjà un premier cadre. Et c'est assez extraordinaire de se dire que de manière rapide et résiliente, l'Europe a pu sortir un cadre légal pour réguler l'utilisation et la production d'intelligence artificielle, qui va demander finalement, l'objectif final, c'est de garantir l'innovation, donc de permettre l'innovation, mais tout en protégeant les utilisateurs. Et pour ça, ils ont établi des niveaux de risque qui sont liés à certaines intelligences artificielles, et chaque niveau de risque est lié à certaines limitations. Par exemple, on ne peut pas sortir une IA liée à la santé, pour faire du diagnostic par exemple, sans montrer la robustesse d'une part de comment l'outil a été entraîné, et puis sur comment il est effectivement qualitatif. Ouais. Et par exemple, en matière de droit d'auteur, c'est vrai que dans cette Artificial Intelligence Act, donc cette loi sur l'IA au niveau européen, il y a une protection en fait du contenu protégé par le droit d'auteur. Mais est-ce que ça vous semblera applicable? Est-ce que c'est suffisant pour vous, Frédéric? Non, alors je pense que clairement, en tout cas, quand on voit ce qui se passe pour l'instant, ce n'est pas suffisant, même si c'est une première étape pour laquelle nous travaillons. On travaille avec les autorités européennes à la mise en place de ce premier cadre. Et c'est vrai qu'on peut se féliciter qu'il y ait déjà ce premier cadre. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit deux choses en regard de la protection du travail artistique, on va dire. C'est d'une part que le droit d'auteur s'applique, bien sûr, aux activités des différentes entreprises en fait, qui génèrent ces services et ces outils d'IA. Il faut des autorisations, il faut pouvoir respecter la volonté des auteurs et des autrices qui ne souhaiteraient pas que leurs œuvres soient utilisées. Et puis d'autre part, ce qui est très important, mais ça ne vaut pas que pour le droit d'auteur ou les aspects artistiques, c'est la transparence. Ouais. C'est-à-dire, il est évidemment crucial, comme tu le disais, de savoir sur quelles données un outil a été entraîné, parce qu'il va reproduire ces données. Et donc, si ces données sont de mauvaise qualité, sont biaisées, on sait qu'il y a beaucoup de biais aujourd'hui. On va avoir des résultats également biaisés et de plus en plus biaisés, puisque la machine aussi apprend d'elle-même par les requêtes qui sont faites. Et donc, cette question de la transparence, le principe est acquis par l'IA Act, mais en pratique, dans la négociation que nous avons actuellement avec les grands industriels de l'IA, il n'y a pas un grand enthousiasme à créer de la transparence, évidemment. Forcément, pour des raisons à la fois commerciales, de conserver secret un certain nombre de procédés, mais aussi parce qu'ils savent très très bien que s'ils dévoilent ce qu'ils ont utilisé, ils vont avoir des revendications économiques qui vont venir en disant vous avez utilisé, par exemple, toutes les vidéos de YouTube. Meta, c'est le New York Times qui a révélé ça, Meta a utilisé les vidéos de YouTube sans aucune autorisation. Ils ont repris toutes les bandes-son et les ont transformées en matière pour alimenter et éduquer leur outil d'intelligence artificielle. Et voilà, quelle est la qualité de ça? Aucun auteur n'a donné d'autorisation à cela, etc. Et Meta fait semblant que rien ne s'est passé. Alors, selon vous, alors peut-être d'abord Louis Deviron, est-ce que c'est possible du coup d'utiliser l'intelligence artificielle de façon éthique, responsable, de se dire déjà, est-ce que les gens sont conscients? Est-ce que quand vous faites des formations, vous avez l'impression que les gens sont conscients de tout ça, de tous les problèmes éthiques, du fait qu'il y a des humains derrière, qu'on a peut-être exploité, du fait qu'il y a du vol de certaines données? Pas nécessairement. Les gens qui viennent, il y a plusieurs publics. Il y en a qui n'ont jamais utilisé, qui n'ont jamais ouvert
vers une IA, d'autres qui l'utilisent frénétiquement. Et en fait, il faut éduquer les gens là-dessus pour dire, OK, quels sont les risques, sur quoi ça est entraîné, quels sont les biais possibles. Et puis aussi, au niveau de l'utilisation éthique, il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi le fait que ça a une empreinte énergétique énorme d'utiliser l'intelligence artificielle. Et un des moyens que j'aime bien utiliser, pour reprendre la métaphore de l'automobile, c'est dire, on ne prend pas sa voiture pour faire 100 mètres, on n'utilise pas l'IA pour faire une requête dont on connaît déjà la réponse. Parce que finalement, une IA, une requête à l'intelligence artificielle, c'est aussi consommateur de ressources. Et donc ça, c'est aussi un des points. Ça consomme beaucoup d'eau. Hein. Ça consomme de l'eau, de l'électricité, c'est des serveurs qui chauffent, qu'il faut refroidir. Et donc tout ça, c'est des ressources. Et en fait, on n'en a pas conscience parce que nous, on voit juste un écran, un clavier, et on ne voit pas ce qui se passe derrière. Mais en fait, c'est des serveurs qui tournent en continu pour faire marcher l'intelligence artificielle. On dit qu'on crée aujourd'hui des centrales nucléaires pour faire fonctionner l'IA. Ouais. Nathan Cassé, vous qui avez organisé beaucoup de projections et qui organisez d'ailleurs beaucoup de projections autour de votre documentaire, est-ce que les gens sont étonnés est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'il y a derrière l'IA, des choses qu'on voit dans votre documentaire? Est-ce qu'ils en sont conscients ou pas? Non, je pense que c'est très rare. Personne connaît personne connaît Mechanical Turk, alors que c'est des millions de travailleurs et travailleuses dans le monde qui ont servi à développer les IA. Parce que même le titre est hyper cynique. En fait, c'est une blague. Mechanical Turk, ça vient de la légende du Turc mécanique. En 2 mots, c'était un tour de magie au XVIIIe siècle, je crois, qui, soi-disant, un automate capable de jouer aux échecs tout seul, et c'est un tour de magie, quoi. Et en fait, c'était un enfant caché dans les mécanismes qui était celui qui jouait réellement aux échecs. Et c'est ça, en fait, c'est tout ce qu'on croit être fait par des IA. En fait, c'est des gens partout dans le monde qui sont exploités. Et moi, je trouve que c'est vrai, moi, je travaille dessus. Toutes ces vidéos YouTube, par exemple, qui ont été utilisées, mais c'est trop tard, le cas s'est fait, en fait. On a beau réguler maintenant, le cas s'est fait, les IA ont été développés en volant des images ou en exploitant des gens. Et donc, il y a un peu une impunité, malheureusement, qui est un peu... C'est ça le problème de légiférer, c'est que c'est trop liquide et va naître en face. OK, entre-temps, en 2 clics, on déplace nos travailleurs, on va aller dans une autre région du monde. C'est tellement facile, en fait, en face de rebondir. C'est super compliqué. Et non, la plupart des gens sont étonnés que les visages des passants dans Google Street View sont été faits à la main, par exemple, ou des choses comme ça. Clairement, il y a quand même un malaise autour de l'action de la Commission européenne, qui a quand même mené à bien l'IACT, ce qui est positif. Il n'y a pas d'autre région du monde qui a été aussi vite et aussi loin dans la mise en place de déjà des balises et des régulations qui peuvent être assez précises sur certains sujets. Mais en gros, l'attitude des services, en tout cas qui s'occupent du droit d'auteur, est assez choquante parce qu'il est évident sur le terrain que les vols ont eu lieu, que les préjudices ont été réalisés et ils ne veulent pas en parler. Ça n'existe pas. Et deuxièmement, ils savent aussi très bien que la mise en place, par exemple, du schéma de transparence pose beaucoup de problèmes. C'est une négociation extrêmement difficile. Et là aussi, ils font semblant que leur solution est miraculeuse, quelque part. Et donc là, il y a un double discours, si on veut, au niveau des autorités européennes, où le Parlement, heureusement, pousse vraiment à ce que la Commission aille plus loin dans la protection des citoyens, mais aussi des travailleurs. On parlera peut-être de la concurrence déloyale dans un moment. Ouais. Voilà. C'est à noter, donc la pression sur les pouvoirs publics doit continuer parce qu'on est encore loin d'une mise en place, je dirais, de tout ce qui est nécessaire et qu'on découvre au fur et à mesure d'ailleurs, mais les responsables publics aussi, donc je ne jette pas la pierre. C'est vraiment quelque chose qui arrive à une vitesse tellement rapide. Mais du coup, qu'est-ce que vous répondez, par exemple, à ceux qui disent « Oui, mais en fait, la partie créative, on ne la remplacera vraiment jamais. Alors, c'est une aide à la création, ça permet de soutenir, de faire des choses plus rapidement. Mais, je ne sais pas, les auteurs, ils écriront toujours des pièces de théâtre qui seront jouées. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il y a plusieurs niveaux de réponse à faire. La première chose, c'est que, par exemple, en audiovisuel, il n'y a pas que des scénaristes et des réalisateurs. Il y a aussi des tas de travailleurs, travailleuses qui font le montage, le mixage, produisent des sons, produisent des corrections de techniques après pour que tout soit bien. Plus on est dans des activités répétitives, plus elles vont disparaître au profit des outils. La partie technique, mais la partie technique, elle n'est pas que neutre. Une personne qui fait du montage audiovisuel pour un film, un documentaire, c'est pas juste
c'est pas juste une activité technique, c'est un regard porté sur la matière, avec des choix personnels, avec une sensibilité, etc. Et ça, on ne sait pas encore très très bien ce qu'on va perdre en automatisant. Mais la perte va être faite et va se réaliser parce que le différentiel entre le temps nécessaire à un humain de mener à bien les tâches et la rapidité avec laquelle on peut produire un résultat satisfaisant avec l'IA est tellement importante que les choix économiques vont imposer l'IA dans beaucoup de situations. Oui, et puis j'imagine aussi qu'il y a des auteurs qui, par exemple, font toute une série de tâches techniques qui sont peut-être qui vont les rémunérer, enfin des choses peut-être plus pour vivre au quotidien, et puis après la partie création, en fait, rémunère moins. Alors, un artiste, en général, il vit de différentes tâches, de différentes activités. Les activités créatrices sont, d'une façon générale dans notre société, moins payées que les activités techniques. Ou plus administratives ou autres. Et comme ce sont ces activités-là qui vont être le plus impactées, en fait, la part de revenus qui permet aux personnes qui travaillent dans les secteurs des industries culturelles de se maintenir dans la profession va chuter de façon significative. Et les gens vont quitter le métier pour aller vers d'autres activités parce qu'il n'y aura pas moyen de survivre. Ils ne vont pas perdre la totalité de leur activité, mais suffisamment que pour ne pas pouvoir se maintenir dans l'activité. Oui, alors du coup, peut-être que je me tourne vers vous, Nathan Castet, vous qui êtes réalisateur. Est-ce que, par exemple, vous connaissez l'IA, vous l'utilisez, vous, par exemple, au quotidien? Est-ce que c'est une pratique, finalement, un outil que vous utilisez régulièrement? Non, moi non. J'ai essayé de faire la fiche du film pour rigoler sur, je ne sais plus quel générateur d'images, mais ce n'était pas concluant. Et je voulais mettre Jeff Bezos parce que c'est sur Amazon et j'ai pas pu. C'était assez marrant. Mais non, moi je ne l'utilise pas du tout. Donc, on n'est pas obligé. Mais alors, du coup, Louis de Viron, on n'est pas aujourd'hui. Alors, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais on voit qu'elle est quand même partout. Vous avez déjà dit, réfléchir à son usage, s'informer, c'est ça pour vous la clé? Réfléchir à l'usage, pardon, évidemment. Mais il y a aussi un aspect où elle est là et il faut quand même en tenir compte. C'est comme, je ne sais pas, il y a 25 ans, quand l'email est devenu entré dans tous les foyers et dans tous les métiers, ceux qui n'utilisent pas l'email n'ont plus de boulot aujourd'hui. Et donc, il y a un moment où on doit quand même pouvoir l'utiliser. Alors, je pense que le bon compromis, c'est de l'utiliser pour ce qu'elle fait bien, s'y intéresser, et puis peut-être dans un usage, comme on disait, régulé, où on ne fait pas pour n'importe quelle tâche et sur... voilà. Voilà. Ben alors, effectivement, sur la question de la régulation, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on vous réinvitera parce que, par exemple, je sais qu'il y a une charte qui est élaborée notamment sur la question de, avec les auteurs au niveau de la SCAM et de la SACD. Donc, il y a une charte qui va bientôt sortir. Ce sera l'occasion de vous réinviter. Vraiment, merci à tous les trois déjà de nous avoir donné quelques pistes pour une manière un peu plus durable et éthique d'utiliser l'IA. Pour toutes les informations sur votre documentaire, ça, c'est sur le site du CBA, c'est ça. Et merci à vous de nous avoir suivis et une belle journée à tous.